de rester fidèles au programme de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi, l'heure du grand journal. Au sommaire, l'affaire du double meurtre à la cité Technopole à Pikine, déferment d'un moment à l'autre des suspects arrêtés dans le cadre de l'enquête. Drame à Grand-Yoff, un homme succombe après avoir été atteint par balle. C'est à la suite d'une agression. Chavirement d'une pirogue à Navadi Civol dans la région de Matam, les 5 personnes portées disparues, toujours introuvables. Suppression annoncée du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. L'ancien député Théodore Chérif Monteil relève une violation de la loi dans le décret du président de la République. Les producteurs de bananes de Missira appellent l'État au secours. Leurs plantations sont dévastées par un vent violent. À suivre l'actualité internationale avec Anna Rocha, les sports Malal Junior Diagne, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba et en fin d'édition, point de vue sur la suppression annoncée du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Abdoulaye Diop sur la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, l'affaire du double meurtre de Pikine à la cité Technopole. Les 6 prévenus arrêtés dans le cadre de l'enquête sont déférés aujourd'hui devant le parquet du tribunal de Pikine. Selon nos confrères du journal L'Enquête, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, assassinat, complicité d'assassinat, vol aggravé, non dénonciation de crime. Le danseur Aziz Dabala et son colocataire Wali ont été retrouvés morts il y a une semaine dans leur appartement. Un nouveau drame à Grand-Yoff. Amadou Diallo atteint par balle hier matin. Il a rendu l'âme plus tard. Selon le voisinage, il s'agit d'un énième cas d'agression. Ce matin, à la maison mortuaire, c'est une famille abattue que notre reporter Famadion a rencontré. Ousmane Diakhaté n'oubliera pas de sitôt sa journée d'hier. Vers les coups de 5 heures, le père de famille entend 2 détonations. Lorsqu'il se penche sur son balcon, il aperçoit son voisin Amadou Diallo affalé sur le sol. Il dévale les escaliers et vient au secours du migrant de retour. Il est atteint par balle. Amadou avait été touché par balle devant sa voiture. On l'a fait monter dans la voiture pour l'amener à l'hôpital. Mais étant donné que je ne pouvais pas conduire, je ne comprenais pas sa voiture, comment ça fonctionnait. J'ai amené la mienne. On l'a amené aux urgences à l'hôpital Idrissa Pouye, CTO. Et pour ses voisins, Amadou Diallo, connu pour sa disponibilité, sa gentillesse, a posé un acte fort avant d'être tué en s'interposant entre des agresseurs et une jeune fille qu'il voulait dépouiller. Soutien de famille. Yàlla defoon na demoon immigré ji yàlla def mu ñëw. C'est quelqu'un qui vraiment Pour cet autre voisin qui s'appelle Diakhaté, la sécurité des populations de Grand-Yoff doit être une priorité. Trop, c'est trop. Nous vivons ici et à chaque fois que nous entendons le chien aboyer dans le quartier, automatiquement nous nous levons pour vérifier. Vers 4 heures du matin, nous avons aperçu 3 personnes sur une moto et c'est sûr que c'était des agresseurs. Nous connaissions très bien la victime. C'était un gars bien, un bosseur. Amadou Diallo, migrant de retour, a tragiquement rendu l'âme hier des suites d'une agression. Sa famille réclame justice. Au moment où nous quittions Grand-Yoff, la police scientifique était sur les lieux. Au lendemain du chavirement d'une pirogue qui a fait 5 portées disparues à Navadi Civol dans la région de Matam. Les victimes toujours introuvables. Les recherches des sapeurs-pompiers n'ont encore rien donné. Face à cette situation, les parents et les voisins mènent leurs propres recherches avec des moyens rudimentaires. Ils sont dans le désarroi et l'amertume. Les 5 individus disparus suite au naufrage de l'embarcation à Navadi Civol ne sont toujours pas retrouvés. Les éléments des sapeurs-pompiers auront plongé toute une journée sans succès. Après leur départ, ce sont les populations elles-mêmes qui poursuivent les recherches avec des moyens traditionnels. Une opération beaucoup plus compliquée par la forte pression des eaux du fleuve. Des populations qui dénoncent un manque de réactivité des pouvoirs publics depuis le drame. D'où ce cri du cœur de Mbose Keita, un jeune leader de Navadi Civol.
nabbaji naɓe nan ɗo gila 4h du matin wona yummiraɓe wona babiraɓe wona sukaɓe ala fo ɗaniɗo ala ñamɗo ala jarɗo gila 4h du matin population nabbaji nani yalti. Nous sommes vraiment désolés de constater ce manque de considération de la part des autorités. Non seulement elles ne sont pas venues à nos côtés, mais ils n'ont même pas envoyé des moyens pour faciliter les recherches. Voilà 24 heures que nous sommes en train de chercher. Les sapeurs-pompiers sont venus, ils ont fait de leur mieux. Mais vous savez qu'aujourd'hui le fleuve est rempli. Il est très difficile de rechercher des corps dans ces conditions-là. Et ce qui est grave, c'est que la population est en danger. Je vous dis, à l'heure où nous parlons, ce sont des milliers de jeunes, de femmes qui sont en train de descendre dans le fleuve pour chercher. Déjà, on peut même avoir des cas de noyade. Vraiment, bangi intervention na manki. Amin nyagi non état du Sénégal. En attendant la poursuite des recherches dans les eaux de ce bras du fleuve, le Djamel, les 2 corps sans vie des 2 autres enfants noyés dans les marigots à Tchankon-Hirei ont été déposés à la morgue du centre hospitalier régional de Ourossogui. Rappelez seulement que la tendance haussière du fleuve se poursuit. Ce matin, à 8h, la côte est passée à 8,11 m. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Ali Bandelnian, vous suivez la radio Futur Média, il est midi 6 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Suppression annoncée du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. L'ancien député Théodore Chérif Monteil relève une violation de la loi dans le décret du président de la République sur la tenue d'une séance plénière. Il précise que ce n'est pas au chef de l'État de fixer une date, mais plutôt à la conférence des présidents. Les explications de Théodore Chérif Monteil avec El Hadj Ndiogou. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale stipule très clairement, pour qu'une réunion puisse se tenir, une plénière, il faut au moins la présence de 2 vice-présidents dans la salle. Et en permanence, au Sénégal, il faut la présence de 3 vice-présidents. Donc ça ne peut se régler qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui fait qu'on ne peut pas tout simplement lire la Constitution et dire que le président de la République a le droit de fixer une date d'une session extraordinaire. Il faut combiner les 2 lectures. Ce n'est pas aussi simple. Si la Constitution voulait que ce soit le président qui fixe la date, il l'aurait fait. Elle l'aurait fait comme elle l'a fait pour la tenue de la première session lors d'une nouvelle législature où il est clairement dit que c'est le président de la République qui fixe la date de l'ouverture de la première session. Donc ici, on ne dit pas que le président doit fixer la date de la session extraordinaire. Il peut décider de la tenue d'une session extraordinaire sur un ordre du jour bien précis. Maintenant, il appartient à la conférence des présidents d'établir l'agenda de l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est ma lecture des textes, c'est tel que je comprends le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et au vu de la séparation des pouvoirs, il me semble que ce serait beaucoup plus adéquat que le président demande la tenue d'une session extraordinaire et que l'Assemblée nationale décide des dates. Surtout que, de toute façon, si la loi est envoyée, il faut une dizaine de jours de lecture avant qu'elle ne puisse passer en commission et en plénière. Les députés sont donc convoqués en session extraordinaire après-demain, jeudi. Des membres de ces 2 institutions se prononcent sur le sujet. Sambandong du Haut Conseil des collectivités territoriales estime que le Haut Conseil et le Conseil économique, social et environnemental ne peuvent pas être supprimés de la sorte parce qu'elles ont été, que ces institutions ont été installées par voie référendaire. Et Liman Diouf, lui, n'est pas du tout surpris par cette décision du chef de l'État, Boubacar Dieng. Un pare-feu, un projet voué à l'échec. Voilà comment Sambandong qualifie la volonté du président de la République de dissoudre le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Il est membre du HCCT. En réalité, ils savent pertinemment que le HCCT et le Conseil économique social ne peuvent pas être dissous de la sorte. Il leur faut au minimum 99 députés de la représentation nationale. Et en plus, le Haut Conseil et le CSE, ce sont des institutions qui ont été créées par une voie référendaire. Donc aujourd'hui, il ne doit pas y avoir une asymétrie. Ça devait être symétrique, c'est-à-dire que donc chaque institution créée par un référendum doit être dissoute par un référendum. Et attention, même s'ils le font, il faut qu'ils consultent l'UEMOA et l'UIA pour que la dissolution puisse avoir une effectivité totale. Eliman Dioufo, par contre, n'est pas surpris par une telle décision. Le seul hic aux yeux de ce membre du Conseil économique, social et environnemental, c'est le timing. Depuis
l'installation du nouveau régime, cette question a été agitée. Donc, ce qui a même étonné, c'est le fait que l'institution soit installée à nouveau. Dans leur projet, effectivement, il était retenu de dissoudre le Conseil économique social et le HCST. Selon ces membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, la suppression de ces deux institutions se fera sûrement ressentir. Sambandong et Eliman Diouf. L'impact, ils le savent très bien parce que le ministère des collectivités territoriales ne peut pas prendre en charge l'ensemble des problèmes dont souffrent les collectivités territoriales. Il y a des problèmes d'incohérence territoriale, il y a des problèmes d'aménagement territorial, il y a un problème foncier, il y a un problème climatique. Son impact par rapport à la marche du pays, peut-être qu'on aura une structure de moins qui servait de conseil et qui faisait des études par rapport à tous les sujets d'actualité, des inondations, des questions environnementales, la question de la prise en charge des questions liées à l'érosion côtière. Comment nous devons nous organiser pour fournir au gouvernement des notes et des rapports qui permettent au gouvernement de pouvoir faire face à tel ou tel sujet. La balle est donc dans le camp des députés de la 14e législature qui devront ce jeudi valider ou recaler le projet de loi portant modification de la Constitution, une modification qui permettrait au chef d'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye d'effacer du registre des institutions le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise en colère contre la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise. Le syndicat a initié aujourd'hui une journée d'action. Les travailleurs ont décidé d'assiéger les locaux jusqu'à satisfaction de leurs doléances. Entre autres, le paiement de 6 mois de salaire, le départ de Bafouba de la tête de la Croix-Rouge sénégalaise. Écoutons à ce propos Oumar Dieye, délégué du personnel chargé des revendications au micro de Nafissa Toussila. Alerte des travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise à l'autorité des tutelles, en l'occurrence le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Monsieur le ministre, la situation de la Croix-Rouge sénégalaise est alarmante. Nous, travailleurs, avons tant alerté sous la gestion nébuleuse de la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise et son équipe. Voilà 14 mois que son mandat est terminé, alors nous réclamons le départ de Mme Bafouba, qui est incapable de redresser l'institution qu'elle a ruinée avec ses amis, qu'elle paye de gros salaires dont les ressources financières n'ont pas supporté. Je déclare que nous travailleurs, nous sommes 6 mois sans salaire. Les travailleurs sont fatigués, sans interlocuteur crédible, car toute l'administration est abandonnée. Nous sommes pour la mise en pied d'une équipe forte pour redresser notre Croix-Rouge sénégalaise sur le bon chemin. Nous sommes debout jusqu'à satisfaction totale de nos revendications. Tout ce qui adviendra sera sur la responsabilité de Madame la Présidente, Madame Bafouba. Le SAT-CRS a décidé, à compter de ce mardi 27 août 2024, d'assiéger le siège de la Croix-Rouge sénégalaise jusqu'à satisfaction totale de nos revendications. La Croix-Rouge soutient que s'il y a de l'argent disponible, elle est prête à payer entièrement les salaires. La présidente rassure les travailleurs et quant à son départ de la Croix-Rouge, elle dit avoir été élue. Donc seules des élections peuvent la faire partir. Bafouba soutient qu'elle est disposée à encore recevoir les travailleurs pour trouver ensemble des solutions. Ce mardi 27 août, délai de rigueur pour clôturer les demandes de préinscription et d'admission dans les universités publiques sur la plateforme Campus-N. Beaucoup de nouveaux bacheliers n'arrivent pas à s'y inscrire. Le processus a été long et compliqué, non sans parler des problèmes de connexion dans certaines zones. Koumba Sandiane Faye. Élève en L2. Je me nomme Jean-Philippe Amer Mandiomé. J'étais élève en classe de terminale L2 au lycée des Parcelles Assainies. Jean-Philippe et Abdoulaye sont deux nouveaux bacheliers, à l'instar de beaucoup d'autres, pour cette année 2024. Ils étaient appelés à faire leur demande de préinscription dans les universités publiques et instituts supérieurs d'enseignement professionnel ISEP sur le site orientation.campusn.sn. Le processus a été long et compliqué. À eux seuls, ils ne l'auraient pas réussi. Ils ont tenté à maintes reprises, sans succès. J'ai eu des difficultés parce que la première fois, il a fallu que je contacte des étudiants pour qu'ils m'aident à récupérer mon message. J'ai été aidé par... C'est par la suite qu'ils ont dû être assistés par d'anciens élèves du lycée et qui ont eu à passer par cette épreuve. On s'est réunis chez un camarade, puis on a appelé notre L2 parce que dans notre école, il y a un amical des anciens élèves qui sont là pour soutenir les nouveaux bacheliers, leur montrer le chemin pour faire leur choix, ouvrir les comptes. Ces élèves sont de Dakar.
Dakar. Ils pensent ainsi à leurs anciens camarades et autres nouveaux bacheliers qui habitent les zones dans lesquelles il y aurait défaut de connexion et qui pourraient rater cette étape cruciale de leur cursus. Ils avaient jusqu'à ce mardi 27 août 2024, date à laquelle ces demandes sont clôturées. Tout nouveau bachelier a jusqu'à 23h59 délai de rigueur. Pour le faire, le ministre de l'Enseignement supérieur l'a rappelé même encore hier aux 78 248 nouveaux bacheliers sur un poste. Selon nos sources, l'autorité prévoit même de tenir un point de presse sur ça. Y aura-t-il dérogation ou non? On en saura un peu plus. À midi 15 minutes à Missira, dans le département de Tambacounda, des milliers de plantations de bananes dévastées par un vent violent qui a précédé les fortes pluies de ces derniers jours. Les producteurs dans le désarroi sollicitent une assistance de l'État afin d'honorer leurs engagements envers les institutions financières. Papousseinou Diallo. Les producteurs de la commune de Missira dans le département de Tambacounda sont meurtris et déboussolés. Ils ont perdu des milliers de pieds de bananiers du fait d'un vent violent. Moussa Sidibé est le secrétaire exécutif de la coopérative des producteurs de la vallée du fleuve Gambie. Ce qu'on a noté sur le terrain, c'est un esprit de désarroi par rapport à tout ce qui s'est produit actuellement. Il y a eu des vents violents détruisant pratiquement la majorité de la production, ce qui nous met dans une situation très délicate. Ces producteurs qui ont contracté des crédits campagne dans les institutions financières sollicitent une assistance de l'État. Nous appelons les autorités locales, administratives, de venir en aide. Si la majorité de la production, à peu près 35 à 40% de la production est à terre à cause des vents violents, ce sera très difficile d'honorer nos engagements envers nos institutions financières. La raison pour laquelle nous appelons les autorités locales, administratives, de venir en aide à la COPROVAC. Donc, on lance un appel solennel au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et à l'ensemble des bonnes volontés qui veulent bien nous aider par rapport à cette situation que les producteurs de la vallée vivent actuellement. Ce vent violent a été précédé d'un autre tout au début de l'hivernage dans cette zone de culture de bananes par excellence. Seul l'appui et le soutien de la puissance publique pourraient leur tirer d'affaire. Tambacounda, Papousseinou Diallo, Radio Futur Média. À Kaolack, les riverains du stade régional Lamine Gueye sont très en colère. Ils s'insurgent contre le ruissellement des eaux usées qui envahissent leurs maisons. Une situation qui n'a que trop duré selon eux. Ils étaient dans la rue pour dénoncer l'inertie des autorités, notamment le conseil départemental. Ces habitants réclament aussi des ralentisseurs pour parer aux accidents qui sont récurrents dans la localité. Fatumbo. Elles n'en peuvent plus. Le ruissellement des eaux usées en provenance du stade régional Lamine Gueye envahissent leurs demeures. Ces riveraines lancent un cri de détresse et dénoncent. Nous vivons le calvaire avec les eaux qui viennent du stade régional. Toutes nos maisons sont submergées par ces eaux pluviales. Une situation qui n'est pas sans conséquences selon l'imam de la mosquée du quartier, Eliman Diouf, réclame une canalisation. À l'hivernage, il y a beaucoup d'inondations ici. Les canalisations qui faisaient passer l'eau sont actuellement bouchées. Les autorités fassent une sorte de canalisation ici à Nangan. Passe ici. Outre les eaux usées, l'absence de ralentisseurs dans cette route secondaire perturbe également la quiétude des femmes qui craignent le pire. Nous avons interpellé la municipalité sur la situation des ralentisseurs, mais en vain. Il y a tout le temps des accidents sur cette route et nous n'avons pas le temps de nous occuper de nos maisons inondées en même temps de nos enfants. C'est vraiment difficile. Les autorités doivent vraiment nous aider. Après plusieurs correspondances adressées, les habitants interpellent le président du conseil départemental, habilité à régler ce problème. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de solution et nous comptons vraiment de l'aide du gouvernement, plus particulièrement du conseil départemental. La réhabilitation du stade régional de Kaolack à l'origine de l'envahissement des eaux dans les demeures au quartier Ndangan et environ, une situation qui hante le sommeil des résidents. Fatumbo Kaolack, Radio Futur Média. Fatumbo, l'on se rend à Keur-Massar où l'association des artisans du département continue de réclamer l'aménagement d'un village artisanal dans la zone. Ils demandent également le renforcement de leur mutuelle de santé. Les maires des communes du département ont répondu favorablement à leur requête. Ils comptent œuvrer bientôt pour la construction d'un village artisanal. Aminata Bah.
Ces artisans du département de Keur Massar plaident pour un développement de leur secteur. Ils sollicitent un village artisanal ou un site adéquat pour un bon déroulement de leurs activités. Pape Saro est leur président. C'est bien d'organiser des ateliers de renforcement de capacité pour nous les artisans, mais les autorités doivent nous trouver un site où nous pourrons exercer notre métier. Ces acteurs du secteur informel veulent une meilleure prise en charge médicale et cela passe par une valorisation de leur mutuelle de santé. Ce qu'on reproche un peu, c'est la cherté du montant. Chaque 10 000 francs, on participe à hauteur de 2 000 francs. On voulait alléger les 20% parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artisans qui ont cette somme-là. Le député maire de la commune de Yeumbeul Sud, Baragay, s'engage pour sa part à contribuer pour la création d'un village artisanal dédié aux artisans du département. Le maire de Malika a pris un engagement pour mettre à notre disposition une assiette foncière et maintenant j'ai pris aussi l'engagement avec mes autres collègues maires de Yeumbeul Nord, de Malika, de Keur Massar Nord, de Keur Massar Sud et de Jaxaay Parcelles de contribuer dans le cadre aussi de nos fonds d'investissement qui sont généralement appelés des fonds de concours dont une partie est réservée à l'artisanat naturellement. Pourquoi pas joindre nos forces pour mettre en place ce village artisanal. L'association des artisans du département de Keur Massar invite également l'État du Sénégal à travailler à promouvoir le secteur de l'artisanat dans la localité. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Média. L'actualité internationale. Bonjour Anna Rocha. Bonjour Georges Détier, bonjour à tous. La CEDEAO exige des informations sur le massacre de migrants survenu en Gambie en 2005. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a demandé aux autorités ghanéennes de fournir des informations relatives au massacre de 2005 qui a coûté la vie à environ 60 migrants en Gambie. Il y a eu plusieurs enquêtes, mais dont les résultats sont restés jusqu'ici confidentiels. Nafissatou Silla. La CEDEAO a demandé aux autorités ghanéennes de fournir des informations concernant le massacre de 2005 qui a coûté la vie à environ 60 migrants en Gambie. Le 22 juillet 2005, des forces de sécurité gambiennes sous le régime de l'ancien dictateur Yaya Jammeh ont arrêté et exécuté 44 Ghanéens, 9 Nigérians, 2 Togolais ainsi que des ressortissants de la Côte d'Ivoire et du Sénégal qui venaient d'accoster dans le pays lors de leur voyage vers l'Europe. Depuis cet événement tragique, les familles des victimes déplorent le manque de réponse et la négligence du gouvernement ghanéen dans sa quête de justice, malgré l'envoi d'une équipe sur place immédiatement après les faits. Suite au massacre, plusieurs enquêtes officielles ont été initiées, mais leurs résultats sont restés confidentiels. Les familles des victimes demandent aujourd'hui à prendre connaissance de ces conclusions, ayant été confrontées à de nombreux obstacles à l'époque. Marion Volkmann-Brando, qui était chercheuse pour Human Rights Watch, parle de discussions avec des responsables qui lui avaient révélé avoir reçu des instructions pour falsifier des documents. Selon elle, de nombreux officiels ont dit qu'ils avaient été contraints de dissimuler la vérité. Par conséquent, toutes les enquêtes menées, que ce soit par le Ghana, l'ONU ou la CEDEAO, n'ont pas été alimentées par des informations fiables et ont été quelque peu tronquées. La commission appelle à la poursuite de Yaya Jammeh ainsi que de 11 de ses complices pour le rôle dans ce massacre. La Gambie est en train de préparer la création d'une cour de justice hybride constituée de juges gambiens et internationaux qui sera chargée de juger les crimes survenus durant le mandat de Yaya Jammeh. En France, Anna, les consultations pour la nomination d'un nouveau Premier ministre se poursuivent. C'est la troisième journée de consultation après celle de vendredi dernier et de lundi. Emmanuel Macron va notamment recevoir des personnalités qui se distinguent par l'expérience du service de l'État et de la République. À l'issue de la première vague de consultation, le chef de l'État français a formellement écarté l'idée de nommer un gouvernement du nouveau Front populaire mené par Lucie Castet en invoquant la stabilité institutionnelle. La gauche s'indigne, la France insoumise, l'Union étudiante et l'Union syndicale lycéenne appellent à une journée de manifestation le samedi 7 septembre pour faire face, je cite, au coup de force de Macron. La guerre entre Israël et le Hamas, les opérations humanitaires de l'ONU à Gaza
sont à l'arrêt. C'est ce qu'a annoncé un haut responsable onusien cité par les médias internationaux. Cette décision de l'ONU a été prise en raison d'un nouvel ordre d'évacuation israélien visant Dar el-Bala dans le centre du territoire palestinien. Sodacham. L'armée israélienne a mené hier lundi des frappes meurtrières dans la bande de Gaza, ce au lendemain d'une escalade à la frontière israélo-libanaise où la tension avec le Hezbollah ne cesse de monter. Pendant ce temps, les médiateurs égyptiens, qataris et américains tentent toujours d'obtenir un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mais aussi la libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens. Depuis l'attaque du 7 octobre, près de 1200 Israéliens ont perdu la vie, en majorité des civils, selon un compte de l'agence France Presse. La campagne lancée en représailles par l'armée israélienne a fait plus de 40 400 morts et plus de 93 000 blessés, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Sodacham, c'est tout Georges pour cette page internationale. Merci Anna Rocha. 94.0, la radio en puissance. Nous reparlons du nouveau projet de loi initié par le président de la République en vue de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, deux institutions créées par le régime sortant. Si la loi passe, ce ne sera pas une première que des institutions de cet ordre soient supprimées à la faveur d'une alternance. Mais qu'est-ce qui se cache donc derrière cette déconstruction de nos institutions? Mohamed Ali Mouba. ACCT, Conseil économique, social et environnemental, Sénat, CRAES ou Abdoulaye Wade, la valse des institutions se poursuit à la tête de l'État du Sénégal. Après Youf, Wade, Macky, c'est au tour de Diomaye de faire danser à nos institutions le tango. Le temps passe, mais la trame de fond est toujours la même. Maintenant, oui, c'est vrai qu'on avait noté effectivement avec le président Wade la naissance de certaines institutions assez originales à l'époque, surtout le dialogue social avec une instance qui s'appelait, etc. On avait également des institutions, le Conseil économique social a toujours été là, même bon, on a ajouté de l'environnement. Wade aussi avait créé le Sénat, donc quelque part il avait Macky Sall l'a supprimé par la suite parce que simplement ayant estimé que bon, c'est budgétivore et qu'il y avait des charges, si vous voulez, des dépenses auxquelles il fallait faire face, notamment par rapport aux inondations. Donc, chaque régime qui arrive réfléchit à la mise en place d'un certain nombre d'institutions. Mais en toile de fond, on a toujours compris qu'il y avait un soubassement politique. Créer des institutions, en supprimer d'autres, construction, déconstruction, l'objectif de Diomaye est doter le pain de la bouche des nouveaux opposants, mais surtout envoyer à l'électeur un signe de rationalisation à quelques encablures des législatives. Voilà, on envoie un signal qu'on s'inscrit dans la rationalisation des dépenses, mais en toile de fond, on sait qu'il s'agit simplement de doter le pain de la bouche des opposants. Qui avait été cadré pour des besoins de clientélisme politique. Rationalisé. Mais selon le journaliste Hassan Samb, Ousmane Sonko et Diomaye vont bientôt être rattrapés par la réalité politique et ils finiront par ressusciter les institutions supprimées sous autre forme. Oui, parce qu'en réalité, si vous regardez bien, il n'y a pas tellement de rupture. C'est-à-dire qu'il ne faut que perpétuer les anciennes pratiques en réalité à tous les niveaux. Sur les recrutements, vous avez vu ce qui s'est passé. Parce que c'est le parti effectivement qui est pourvoyeur effectivement de travailleurs dans les différentes institutions. Et bien entendu, ce réflexe-là va les pousser à devoir peut-être caser également de la clientèle politique au niveau de Diomaye président, parce que beaucoup de gens attendent encore. Pour donner une idée de la valse des institutions, le CRAES, créé en 2004, dissous en 2008, est rétabli sous la forme du Conseil économique, social et ensuite environnemental sous Macky Sall. Macky Sall a supprimé le Sénat au début de son magistère. À l'époque, Macky Sall avait soutenu le budget du Sénat ira aux inondations avant de créer plus tard le ACCT que Diomaye veut supprimer à son tour. Mohamed Ali Mouba, merci. D'ailleurs, nous allons parler de cette suppression annoncée de ces deux institutions dans Point de vue. Nous en aurons en parler avec Ismaïla Diallo, député membre du parti PASTEF, et Wal Jojo Ndiaye, juriste membre de la société civile. RFM Sport.
Bienvenue Malal Junior Diagne. Merci Georges Diop. Afro Basket chez les U18 garçons, le sélectionneur du Sénégal parle des adversaires de son équipe. Du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun qui sont les adversaires des Lions U18 du Sénégal dans la poule A pour cet Afro-Basket garçon qui va se dérouler du 1er au 14 septembre prochain en Afrique du Sud. Parfait Adjivon analyse le jeu de ces équipes. Ce sont de gros morceaux, ce sont des équipes qui ont des ambitions quand même. Si nous voyons le Cameroun qui est allé se préparer en Europe, en France et ils sont déjà sur place en Afrique du Sud, cela veut dire que quand même ils prennent très au sérieux la compétition. Je vous dis, la compétition ça sera énormément, ça sera très relevé. Vu la qualité des équipes qui sont qualifiées, le Mali qui est toujours présent, il part favori comme nous le connaissons parce qu'ils ont beaucoup investi par rapport au niveau de la petite catégorie. Ce sont des gosses qui viennent des U16, il y a d'autres même qui étaient U18 de la fois passée, tout ça là. Donc, et il y a la Côte d'Ivoire qui revient avec une très bonne équipe, une jeune équipe. On les a vus jouer contre le Nigeria, c'est une équipe très organisée, très agressive. Donc nous attendons à un championnat très relevé. C'est une poule qui sera très difficile. Il faut être présent quand même, aller avec beaucoup de lucidité pour se qualifier. On a nos chances, toutes les équipes ont le chance. Vous savez, en équipe de jeunes, les jeunes passent, les générations passent et se succèdent. Donc c'est pas une question d'aller apprendre. Non. On y va avec des ambitions pour aller, parce que l'enjeu vaut la taille quand même, parce qu'il y a le championnat du monde. C'est pour cela que toutes les équipes ont pris ça très au sérieux. Ils ont investi tout le temps. Donc nous attendons à un championnat très relevé. À Richard Toll, le basketball est le parent pauvre de la municipalité et des subventions. Les acteurs, joueurs, encadreurs et dirigeants dénoncent le manque de moyens, mais également l'absence de terrain adapté pour une bonne pratique de la discipline. Abdoulaye Fall, le coach adjoint de Richard Toll Basket Club, a été le porte-parole du club pour demander aux autorités de faire un geste pour aider les amoureux de la balle orange à mieux exercer leur sport. Nous l'écoutons au micro de Mamoudou Diagne. basket Richard Toll moom ñëpp xam nañu problème yi nga xam ne moom lay jànkonteel li ci njëkk mooy déjà. Nous savons tous que le basketball à Richard Toll est laissé en rade. Nous rencontrons d'énormes difficultés. D'abord, vous l'avez constaté, le terrain n'est pas adéquat pour une bonne pratique de notre sport. Il est impraticable. En dehors de cela, nous avons des problèmes d'ordre matériel pour pouvoir entraîner les jeunes convenablement. Nous avons besoin du soutien de la municipalité. Plus part, nous disons que le sport à Richard Toll ne se limite pas au Navetana. Nous avons vraiment besoin d'aide, car nous sommes laissés à notre propre sort. Le président, M. Marfal Diagne, soxla nañ koy gis quoi, parce que ñun dañuy dem ci moom. Dans l'autre actualité sportive, on parle des Jeux paralympiques qui démarrent demain le Sénégal avec les représentants parmi lesquels nous avons donc rencontré l'un des kayakistes de cette équipe nationale du Sénégal, Edmond Sanka. Sodacham va nous dresser son portrait dans les prochaines éditions. Le football, Georges Déthié Diop avec donc les matchs retour du tour préliminaire de la Champions League ce soir. Galatasaray contre Young Boys de Berne, Malmö va jouer contre Sparta de Prague, Salzbourg contre l'équipe de Dynamo de Kiev. En Espagne, début de l'acte 3 du championnat espagnol. Mallorca contre l'équipe de FC Séville. Le Rayo Vallecano reçoit l'équipe du FC Barcelone. Georges. Merci Malal Junior Diagne pour la page des sports. La presse du jour, lecture Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Diomaye Faye introduit un projet de loi de dissolution du ACCT et du Conseil économique, social et environnemental. Après la Commission pour le dialogue des territoires, le CS et le ACCT passent à la trappe bûcheron d'un coup. Le journal Le Témoin, le confrère de se demander si l'Assemblée nationale va suivre le président dans son projet dès ce jeudi en procédure d'urgence. Pouvoir et opposition, ça sent la poudre, les Vox Populi. Il faudra les 3/5 des députés, c'est-à-dire 90 en tout sur les 165 pour faire passer la réforme. Quelle attitude va adopter la majorité parlementaire face à cette nouvelle donne, interroge le confrère. Un député de Benno Bokk Yakaar a flairé le piège politique de Pastef qui prépare les législatives. Si nous refusons de voter le projet de loi, dit-il, ils répondront dans l'opinion que ce sont nous qui nous opposons à leurs mesures. C'est pourquoi là se flaire un coup politique pour draguer les électeurs, car
en vérité, c'est l'argument que le nouveau pouvoir va mettre sur la table, va donner aux foules pour les contenter. Ce n'est pas tout. Si Benno Bokk Yakaar refuse, eh bien, il va donner un nouvel argument supplémentaire au pouvoir aux prochaines législatives. Un argument de plus pour dissoudre l'Assemblée nationale. Benno, qui a compris le jeu, a convoqué ses députés dès cet après-midi. Abdou Mbow et ses camarades s'organisent dès aujourd'hui, informe le journal Les Échos, car tout le monde attendait la DPG du Premier ministre avec la modification du règlement intérieur. Le journal Tribune relève que Sonko veut dépouiller Benno avant les législatives. Le président pose le premier acte en convoquant les députés et Benno a intérêt à ne pas s'y opposer. Commentaire de sucré salé, bien, Diomaye dévoile son jeu avec la volonté de dissoudre la CCT et le CS, deux béquilles du pouvoir en place, deux béquilles du pouvoir précédent. Le président Faye ouvre la voie à une dissolution prochaine de l'Assemblée nationale. Jeudi, on aura la décision du pouvoir de Benno qui garde une courte majorité à l'Assemblée nationale. Ce sera-t-il une opération sans anicroche, s'interroge le commentateur, ou au moment de bras de fer qui va forcer la main au pouvoir passif d'en finir avec l'actuelle législature qui risque de ne pas accueillir son corps pour sa DPG. Et l'actualité, c'est ex, mais la volonté du Premier ministre est faite. Il ne viendra pas à l'Assemblée nationale avec la bénédiction de Bassirou Diomaye Faye. Dissoudre l'Assemblée nationale pour chercher une majorité confortable, Diomaye a intérêt à aller vite selon le journal L'Info, car plus il prend du temps, plus les mécontents vont surgir sur l'espace public pour l'empêcher d'avoir la majorité. Le journal ne croyait pas si bien dire, car enquête nous dit que l'on se dirige vers une recomposition des forces politiques forceps. L'APR, Benno Bokk Yakaar ou encore Taxawu Sénégal. Le journal écrit que l'APR fait face à des défis de cohésion avec des départs et des dissensions internes. Ousmane Sonko évalue l'option d'une coalition élargie pour PASTEF. Khalifa Sall envisage de raviver le Parti socialiste avec de nouvelles alliances. En attendant les législatives, les échanges entre l'opposition et le pouvoir, le coup pour coup, énonce sexuellement Besbi le jour. Le journal a donné la parole à Moustapha Sarré de PASTEF qui répond à Lutine sur le comportement du Premier ministre, à la fois patron de la primature et patron de la présidence. Diomaye Faye en confinement complet au palais de la République dans le rôle de faire valoir. Pour Moustapha Sarré, Sonko est dans son rôle. On avait des premiers ministres qui ne jouaient pas le rôle. Eh bien, ce n'est pas le cas de Ousmane Sonko, soutient Sarré. Pour Abdou Mbow de Benno, le nouveau régime fait feu de tout bois parce qu'il a peur et il veut transmettre cette peur aux Sénégalais. Mais cette peur va bientôt changer de camp. Et le député Moussa Diakhaté a saisi le président de l'Assemblée nationale pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire. C'est pour demander au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, soupçonné d'entente directe dans des marchés publics de corruption, de venir s'expliquer, d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur le gré à gré à l'ONAS. Pendant ce temps, l'autre dur à cure du régime en place parle. Diakhaté s'est confié au journal Le Quotidien. Quelques jours seulement après sa sortie de prison, il dit « J'ai eu l'insigne honneur d'être le premier prisonnier politique de ce régime aux abois. J'ai fait face à mes responsabilités devant mes juges et l'histoire, car un homme d'honneur ne saurait se réfugier derrière une maladie imaginaire. » À lire cette interview dans le journal Le Quotidien. Dans le journal LAS, regard critique de la société civile et des hommes politiques sur les premiers pas du nouveau régime, résumé des points de vue, PASTEF a intérêt à dilater sa poitrine pour accepter la contradiction. Et puis, le meurtre de Aziz Dabala et de Wali, les liaisons dangereuses révélées par l'Observateur, révélation sur un groupe de malfrats opérant en duo, le jeune gay et son passé pénal chargé, le jeune Diawo et le coup mortel, Mamadou Diawo et ses blessures dans la bagarre. Le confrère vous explique tout. Le journal relève que la division des investigations criminelles qui a réussi à ferrer la bande, 7 éléments en tout, dans le viseur du parquet. La DIC lance l'attaque contre un autre membre du gang en fuite. Les membres du groupe qui sont déjà dans les filets de la DIC déférés aujourd'hui par un dispositif de haute sécurité. Dans les secrets des confrontations, le journal vous explique tout en page intérieure. Le confrère relève que les parents de Aziz et Wali ont été entendus par les enquêteurs. Les enquêteurs dont le journal nous dit qu'ils ont été très bons. La grande presse de la DIC qui a démêlé les chevaux en un temps record. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à midi 38 minutes avec Ismaël Diallo. Bonjour Monsieur Diallo.
Ismaïla Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes député membre du parti PASTEF. Avec nous également Wal Diodio Ndiaye, juriste membre de la société civile. Bonjour Wal Diodio. Bonjour. Alors Wal Diodio, on commence par vous. La suppression annoncée du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Le président de la République qui a transmis le décret portant cette réforme constitutionnelle pour une session extraordinaire après-demain jeudi à l'Assemblée nationale. Déjà, comment avez-vous accueilli cette annonce du chef de l'État de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales, dans la forme comme dans le fond? D'abord, sur la forme, moi je pense que déjà c'est un engagement qu'il avait pris lors de la campagne électorale. Mais je pense que fondamentalement aujourd'hui il faut essayer d'aller de manière plus profonde par rapport à cette question-là. Aller plus profond, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, je crois qu'il faut voir la pertinence d'avoir des institutions à supprimer. Je prends un exemple. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, ça, tout le monde est d'accord, tout le monde se pose la question sur sa pertinence. Par contre, le Conseil économique et social et environnemental, je pense que c'est un organe qui nécessite d'être revisité, rénové, mais maintenu. Parce que, à mon sens, je pense qu'il est plus pertinent d'aller dans le sens que ça représente de manière effective les différents corps de métier. Je donne un exemple très simple, par exemple, ça peut se faire représenter l'association des éleveurs, l'association des agriculteurs, les syndicats, les patronats, pour des avis éclairés par rapport à la marche de l'État. Et je crois qu'il faudrait qu'on s'inspire des pratiques qui se font au-delà du Sénégal. Par exemple, je prends l'exemple du Ghana, où pratiquement toutes ces instances-là font l'objet d'élections libres par ses membres. Et à partir de ce moment-là, par exemple, on peut les amener au niveau du Conseil économique et social et environnemental, parce qu'on a plusieurs corps de métier. Je pense qu'il faut que l'État essaie de voir qu'est-ce qui est rationnel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et au niveau des institutions, je crois qu'aujourd'hui, par exemple, il nous faut une ligne directrice très claire. Et par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Si on analyse ce qui est en train de se faire dans ce pays, on a l'impression que généralement, on met les charrues avant les bœufs. Et souvent, on se rend compte d'une chose très simple, c'est-à-dire méthodologiquement. C'est comme s'il y avait une démarche de théorie du chaos où, dans le fond, il y a quelque chose qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Je pense qu'il faut que les choses soient claires, méthodiques et bien harmonisées pour que les citoyens puissent se retrouver dans les démarches prises par les nouvelles autorités. Soupçonneriez-vous quelque chose? Non, je suis assez clair là-dessus. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Parce que de manière cohérente, par exemple, quand on nous parle de dissolution du Parlement, tout à coup, on nous amène un décret pour dissoudre des institutions de l'État. Moi, je pense que le soubassement de tout ça, c'est une approche politicienne. Merci. Je reviens à vous, Wal Diodio Ndiaye. Le temps de donner la parole à Ismaïla Diallo, député membre du parti PASTEF. Ismaïla, quelle est l'urgence de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental, alors que le délai qui permet au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale est presque arrivé, une Assemblée nationale qui n'est pas acquise à la cause du président?
Voilà, vous me permettez d'abord, en tout cas, je me réjouis de cette nouvelle en tant que citoyen sénégalais, mais en tant que membre du mouvement présidentiel. Et je profite de l'occasion pour féliciter le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que nous actons une rupture totale sur les discours d'intention, sur les promesses électorales. Donc nous l'avions dit et nous l'avons toujours martelé que ces institutions-là, à savoir le Conseil économique et social et le Haut Conseil des collectivités territoriales, étaient des institutions budgétivores et n'ont aucun intérêt sur le quotidien des Sénégalais. Donc, constater aujourd'hui que le président de la République passe par le président de l'Assemblée nationale pour convoquer une session extraordinaire pour qu'on puisse examiner un projet de dissolution de ces institutions-là, je dis que c'est tout simplement respecter une promesse tenue lors des élections présidentielles. Et d'autre part, ça nous permettra vraiment... Comment Ismaïla Diallo, comment allez-vous vous y prendre quand on sait que l'actuel régime n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale? Tout naturellement, comme on se comportait au niveau de l'Assemblée nationale, on n'a jamais été majoritaire et on a su vraiment tenir et se battre et donner les arguments qu'il faut pour au moins qu'on puisse parler aux Sénégalais. Parce que le plus important, c'est de parler aux Sénégalais. C'est de leur dire, vous nous avez choisi à 54,28%. Donc, en ce moment, l'Assemblée nationale n'a pas encore atteint sa maturité pour la dissolution. Donc, le président de la République peut aisément faire un projet de loi et vraiment le ramener au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, maintenant, ce sera eux face à leurs responsabilités en tant que représentants du peuple. Mais nous, comme nous l'avions dit tantôt, c'est des institutions budgétivores et aujourd'hui, la dissolution de ces institutions nous permettra d'économiser 15 milliards de francs CFA. Ça nous permettra sur les 5 ans d'avoir 150 milliards que nous pourrons investir sur d'autres secteurs, à savoir l'agriculture, peut-être ou la formation des jeunes. Je reviens à vous, Ismaïla Waldiodio. Alors, ne faudrait-il pas, est-ce qu'il n'était pas mieux d'amorcer des réformes plus approfondies dans tous les secteurs au lieu de se limiter au seul cas du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental? Mais absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, quand on amorce un processus de réforme, on le fait de manière hiérarchisée. Ce n'est pas pertinent, par exemple, vous m'excuserez l'expression, de faire du tchou-tchap à gauche et à droite. Je pense qu'il faut avoir une démarche organisée, concertée et objective. Et sous ce rapport-là, moi je dis que, par exemple, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Et je pense que par exemple, aujourd'hui, si nous voulons réaliser objectivement des réformes en profondeur et un changement systémique, ça nécessite une organisation concertée avec une vision claire. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas objectivement où on va. Parce qu'on a l'impression, tout à l'heure je disais que j'ai le sentiment que c'est une approche de politique politicienne, parce qu'en fait, j'ai le sentiment qu'ils sont dans des combats entre les camps politiques pour essayer de montrer que, par exemple, Benno Bokk Yakaar va essayer de bloquer. Et si Benno Bokk Yakaar bloque, ça va être un thème de campagne pour dire aux populations, voilà ce qui se passe, ces gens ne sont pas pour des changements, il faut nous donner la majorité. En vue des prochaines législatives. Je pense que si nous voulons avancer objectivement dans ce pays, je vais être très précis. D'abord, il faut que le président de la République développe une approche de discussion avec la majorité parlementaire. Ça, c'est un. Deuxième élément, essayer de présenter un budget adapté conformément à leur projet pour 2025. Et après l'adoption de ce budget,
aller dans le sens de la dissolution en fin décembre de l'Assemblée nationale. Merci. Organiser les élections d'ici mars 2025 et maintenant, à partir maintenant de mars 2025, développer une approche de changement systémique dans ce pays. Merci Waldio Ndiaye, on est rattrapé par le temps. On termine avec Ismaïla Diallo, député membre du parti PASTEF. Alors Ismaïla, le président qui signe un décret convoquant une session extraordinaire pour la dissolution du HCCT et du Conseil économique, social et environnemental. Qui peut le plus, peut le moins? Pourquoi n'a-t-il pas demandé à son Premier ministre d'aller faire sa déclaration de politique générale devant les députés qui réclament Ousmane Sonko? Bon, en fait, faudra-t-il retenir que par rapport à cet engagement de réformer les institutions, moi je pense que c'est très bien hiérarchisé. Parce que très tôt, parler maintenant de la dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique et social, mais c'est aborder les institutions que tout le monde jugeait déjà vraiment inopportun et budgétivore. Il faudra le revoir. Donc moi je dirais que c'est bien hiérarchisé. Oui, mais le président qui n'a toujours pas promulgué la loi qui a été adoptée récemment à l'Assemblée nationale portant mise à jour du règlement intérieur. Oui, déjà c'est bien parti. Ce dialogue déjà tant demandé par la société civile, parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis le début? Nous avions un contentieux interne entre les groupes parlementaires sur le règlement intérieur, mais lorsque le président a convoqué le président de l'Assemblée nationale, il était clair lui demandant, je pense que vous pouvez discuter et trouver un consensus et revenir sur le règlement intérieur. Pourquoi n'a-t-il pas encore promulgué cette loi? C'est en cours, c'est parce que c'est en cours. Il faut une huitaine pour pouvoir le faire, ou 6 jours, il va le faire. Maintenant, nous aussi, nous avions une logique claire par rapport à notre projet. Nous parlions d'une transformation systémique, profonde et assumée. Donc on assume vraiment cette position de vouloir vraiment dissoudre ces deux institutions-là. Merci Ismaïla Diallo, député membre du parti PASTEF, Waldio Ndiaye également, juriste membre de la société civile. C'était Point de vue et c'était le journal. Merci Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique, Aliouba à la production, Maïssa Mbaye à la digitalisation, El Hadj Ndiogoudien à la coordination, El Hadj Ndiogoudien que vous retrouverez d'ailleurs dans moins de 10 minutes pour le journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Bon après-midi à toutes et à tous.